Madame, Monsieur, bonsoir. Samedi, une nouvelle ère a commencé pour les participations actionnariales de l'État dans les entreprises et établissements publics EEP. Son objectif, renforcer la gouvernance, booster la performance de ces établissements publics et ces deux circonstances, accompagner les réformes structurantes dans notre pays et ce, dans tous les secteurs. Et objectif qui n'est pas des moindres aussi, garantir une gestion efficace des ressources de l'État. Samedi, le Conseil des ministres présidé par Sa Majesté le roi Mohamed VI a ainsi donné le coup d'envoi effectif à une bonne partie de la réforme profonde qui redéfinira de manière substantielle et équilibrée le secteur public. Alors dans cette émission, nous allons d'abord expliquer les contours et les raisons de cette réforme, répondre à la question majeure, qu'est-ce qu'une politique actionnariale de l'État? Répondre aussi avec nos experts aux questions liées à la reconfiguration du portefeuille public. Explorer le potentiel aussi du secteur des établissements et entreprises publiques, notamment ceux sous la houlette de l'Agence nationale de gestion stratégique des participations de l'État, qui sont au nombre de 57 organismes, dont 15 établissements seront tous transformés en SA. Qu'est-ce que cela implique en termes de modèle économique, de restructuration et d'impact sur le développement socio-économique de notre pays? Quel rôle de la direction des entreprises publiques et de la privatisation, la DEPP, notamment avec celui aussi de l'Agence nationale de gestion stratégique des participations de l'État? Donc, qu'est-ce qui va changer après ce Conseil des ministres? Question d'actualité que nous allons adresser en compagnie de nos experts. Et avec moi d'abord sur le plateau, le doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, professeur Abdelatif Komat. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et toujours un plaisir de vous accueillir, c'est Abdelatif. Marhaba. Et avec nous depuis Montpellier, professeur Hassan Larafi, professeur en finance publique à l'université Mohamed V de Rabat. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je sais que vous avez un agenda très pris en participant notamment à des sessions de formation en France en ce qui concerne le développement régional. En tout cas, merci de prendre le temps de répondre à nos questions sur un sujet d'actualité nationale aujourd'hui. Ma première question vous est destinée, professeur Arafi. Qu'est-ce qu'un État actionnaire d'abord, et peut-être un peu de pédagogie comme on aime bien faire au début de cette émission. Expliquez aussi comment un État peut-il être actionnaire réellement? Tout simplement et d'une manière non simpliste, mais très simple. Quand on parle du secteur public, on a l'administration d'État, on a les établissements publics et les collectivités territoriales. Les établissements publics, c'est un appareil exécutif entre les mains de l'État pour réaliser les objectifs des programmes et des choix publics. Et donc, l'État, il peut créer des établissements publics, soit sous forme d'établissements publics à caractère administratif ou des établissements publics à caractère industriel et commercial qu'on appelle les entreprises publiques. Et donc, aujourd'hui, au Maroc, on a pu constituer jusqu'à les statistiques ou les données de 2023, un portefeuille de 272 établissements publics, dont 45 sociétés anonymes à participation directe du Trésor et avec presque 517 filiales et participations publiques. Quelle est la différence justement, toujours dans ce volet explicatif, quelle est la différence entre un organisme public, un établissement public, une entreprise publique et une filiale publique? D'accord. Alors, les établissements publics, ça c'est un terme générique. Établissement ou entreprise publique, ça c'est un organisme public pourvu d'une participation de l'État. Ça peut être une participation intégrale à 100%, ça peut être une participation minoritaire ou une participation majoritaire. On a plusieurs substantifs pour ce faire, tel qu'il est défini par la loi 69. Et donc, alors, organisme public, l'administration c'est un organisme public, la collectivité territoriale c'est un organisme public, l'établissement public c'est un organisme public.
Ah bon, l'établissement public, quelle est sa caractéristique par rapport aux autres services de l'État, tels que par exemple les SEGMA, les services gérés de manière autonome, c'est qu'il est pourvu de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Autrement dit, les finances d'un établissement public ne sont pas débattues au niveau du Parlement. C'est-à-dire c'est l'Assemblée générale délibérante qui décide du sort, que ce soit des orientations ou des budgets des établissements publics. D'une manière nécessairement synthétique, je pourrais dire que l'établissement public a pour rôle de mettre en œuvre les politiques publiques de l'État selon les secteurs dont il relève. Elle reste toujours sous la tutelle de l'État. Ce sont des organismes publics sous tutelle de l'État pourvus de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. C'est ça qui les distingue par rapport aux autres organismes publics. Très bien. Professeur Komat, la politique actionnariale de l'État est importante aujourd'hui au vu des chantiers structurants dans lesquels le Maroc est engagé. Mais est-ce que l'État a été jusque-là un actionnaire passif et puis là, on reprend un peu les choses en main? En fait, je crois qu'il y a deux dimensions à prendre en considération qui ont poussé justement à cette reconsidération du rôle et du positionnement des établissements et entreprises publiques. Bon, tout d'abord, bien sûr, la dimension, je dirais, rendement, gouvernance, parce qu'aujourd'hui, le Maroc est appelé à optimiser ses ressources, justement, pour qu'il cadre davantage, mais avec le maximum d'optimisation par rapport à ces objectifs. Donc, d'où l'importance de la question de la gouvernance, de la rentabilité, du rendement, sachant que des études ont démontré que l'investissement public au Maroc, en termes de rendement, est en deçà de la moyenne internationale des pays émergents. Et donc, nous avons besoin d'améliorer davantage le rendement de nos investissements publics. Et bien sûr, lorsqu'on parle d'investissement public, c'est essentiellement au niveau des entreprises d'établissements publics, parce qu'il faut le rappeler, ce sont de gros investisseurs. Par exemple, entre 2023 et 2022, c'est aux alentours de 90 milliards de dirhams. Donc, c'est pratiquement aux alentours de 25 à 30% de l'investissement total dans notre pays passe par les entreprises et établissements publics. Et donc, bien sûr, il faut aller chercher une rentabilité et un rendement en fonction de l'ampleur de cet investissement. D'où l'importance de la question de la gouvernance. Deuxième volet très important, c'est le cadrage avec les objectifs stratégiques de notre pays. Aujourd'hui, on voit un recentrage de ces entreprises et ces établissements publics par rapport à des objectifs stratégiques en fusionnant, en liquidant certaines entreprises, en fusionnant, en absorbant les unes par les autres, de manière à ce que ces entreprises cadrent davantage avec les objectifs stratégiques, sachant qu'aujourd'hui, le Maroc, peut-être davantage que dans le passé, a des objectifs stratégiques à moyen terme. On parle aujourd'hui de 2030, on parle de 2035 avec le nouveau modèle de développement, on parle même de 2050 pour certaines stratégies. Mais est-ce que tous les organismes publics sont impliqués, ou en tout cas sont aussi dans l'obligation d'avoir un rendement financier? Je m'explique. Vous avez parlé justement des chantiers stratégiques. Il y a la réforme du secteur de la santé, la réforme du secteur de l'éducation. Là, ce sont plusieurs établissements publics qui sont concernés. Mais quelle est la différence entre ces établissements publics, disons à caractère social, sociétal, et d'autres entreprises dont le retour sur investissement est une logique intrinsèque à leur nature de générateur de ressources et donc générateur de dividendes? En fait, l'attente de l'État, il diffère de la structure d'une entreprise d'établissement public par rapport à d'autres. Par exemple, si on prend l'ONE, qui est l'office qui est en charge national de l'électricité, on connaît l'effort qu'a fait le Maroc pour stabiliser notamment les prix de l'électricité à un moment où pratiquement les prix de l'électricité a flambé à travers le monde. Donc, stabiliser aussi la situation financière de l'office. Donc, bien sûr... Où l'État a dû débloquer des milliards de dirhams. Donc, ce genre d'établissement, on ne s'attend pas à une rentabilité, mais plutôt à une efficacité, à un rendement par rapport à l'effort qui est consenti. Et cela passe par, bien sûr, de la gouvernance. Quelle que soit la nature de l'établissement,
on attend une rentabilité ou peut-être il a une vocation sociale, mais il faut qu'il soit bien gouverné. Mais bien sûr, ce qu'on attend d'entreprises qui génèrent en fait un chiffre d'affaires et qui ont une vocation commerciale, ce n'est pas ce qu'on attend d'une entreprise ou établissement public qui a une vocation sociale. Et bien évidemment, l'approche en termes d'attente diffère de la structure d'une entreprise à une autre. Voilà, je voudrais creuser davantage cette question avec vous, professeur Laharafi, sur le cadre juridique. Vous avez évoqué tout à l'heure cette loi cadre 50-21, datant de juillet 2021, qui porte réforme ou portant réforme globale des EEP. Il y a une autre loi, 82-20, qui porte justement la création de l'Agence nationale de gestion stratégique des participations de l'État, et la loi 69-00 de 2003 relative, et là, comme ça vient d'être évoqué par Sikomat, relative au contrôle financier de l'État sur les entreprises qui visent à assurer le suivi régulier de la gestion des EEP. Donc là, on a plusieurs lois et on a aussi plusieurs institutions qui ont la mission de contrôler et aussi d'avoir un retour sur l'efficacité de ces entreprises publiques. Peut-être, quelle est la différence des missions et prérogatives de chacune de ces institutions, dont la direction, la DEPP, et aussi cette fameuse agence tout récemment créée il y a 2 ans? Alors, pour vous expliquer d'une manière nécessairement synthétique comment ils fonctionnent, les établissements publics, en tant que des organismes ayant pour mission principale de mettre en œuvre les programmes et les politiques publiques du gouvernement. Donc, les établissements publics ont été soumis à une loi qui s'appelle la loi sur le contrôle financier de l'État. C'est ça. Et donc, l'État, par l'autorité du ministère des Finances, ils mettent des contrôles où il fait soumettre les établissements publics à des contrôles a priori et a posteriori, c'est-à-dire des contrôles par ce qu'on appelle les contrôles d'État et des comptables assignataires qu'on appelle les agents ou les trésoriers payeurs qui relèvent deux de la direction des établissements publics et de participation. C'est une direction qui relève du ministère des Finances. Il exerce un contrôle financier sur les établissements publics. Il y a aussi le contrôle administratif qu'exerce le département de tutelle. Par exemple, l'ONCF et les sous-tutelles du ministère du Transport. Donc la RAM sous le tutelle du ministère du Transport. Ça, c'est un contrôle administratif. Dans ces établissements, ils ne sont pas soumis. Ces établissements ne sont pas soumis au même contrôle. C'est un contrôle qu'on appelle un contrôle à la carte. Il y a des établissements qui sont soumis à des contrôles tatillons houleux, tels que les AREP, par exemple, les académies régionales, ou d'une manière générale, les établissements publics à caractère administratif. On les fait soumettre à des contrôles a priori et a posteriori. Il y a des établissements publics qui sont exonérés des contrôles, qui bénéficient de ce qu'on appelle un contrôle d'accompagnement. C'est le cas de l'OCP, c'est le cas de la CDG. Et c'est le cas de plusieurs établissements qui sont érigés en société anonyme. C'est comme ça que ça, sous l'égide de la loi 69-00. Le problème qu'il y a dans les établissements publics, c'est que c'est un secteur budgétivore, un enveloppe, comme l'avait souligné mon collègue, c'est la part la plus importante de l'investissement public et elle est accaparée par les établissements publics. Et avec un budget de fonctionnement qui est colossal, avec une prolifération de ces établissements publics qui sont au-delà de 270 établissements. Donc, comme l'avait souligné Sa Majesté en 2 reprises, avant même le Conseil de gouvernement, je pense que c'était à l'occasion du discours du 30 juillet 2009 et puis à l'occasion de son discours au Parlement, où il a exigé une réforme profonde du secteur public qui doit être lancée avec diligence pour corriger les dysfonctionnements structurels de ces établissements, pour qu'ils ne soient pas un fardeau sur l'État. Cette orientation royale a été couronnée par l'élaboration de 2 textes que vous venez de les indiquer. C'est la loi 50-21
Et c'est la première fois que les établissements publics ils vont être érigés, et ils vont être encadrés par une loi cadre de réforme des établissements publics. Et en parallèle, ils ont créé le pouvoir législatif a créé une agence nationale de gestion des établissements publics, par la loi 82-20. Mais il ne va pas s'occuper de l'ensemble des établissements publics. Ça, c'est la précision qu'il faut souligner. Voilà. Il va s'occuper de 56 ou 57 établissements publics. 57 établissements publics qui génèrent, qui génèrent de la richesse, contrairement aux 272 autres, et qui comptent des universités, des CRI, des agences de... Maintenant, oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Parce que le thème des établissements publics, la réforme ne date pas d'aujourd'hui. Elle remonte à 1975 avec le fameux rapport Jouhari, qui a établi les premières pistes de réforme des établissements publics. Et aujourd'hui, avec les subventions, parce que si on fait parler les chiffres, si on aura le temps, les établissements publics, combien ils font bénéficier au budget de l'État et combien ils reçoivent de transferts de l'État. Et donc, c'est un secteur qui a besoin d'une réforme profonde qui dépasse les toilettages qu'on fait par création chaque année, on crée des établissements publics et puis on supprime, on désintègre, on intègre. Donc, aujourd'hui, il faut qu'il ait de la visibilité. Il faut que le gouvernement ait un visionning comme étant une politique générale de l'État qui est soumise à l'article 49 de la Constitution. Et c'est ça ce qui a justifié qu'il soit délibéré au niveau du Conseil des ministres pour tracer une politique publique de l'actionnariat de la politique actionnariale de l'État. Et donc, en plus de la loi 50-21 et la loi 82, le 20, oui, c'est ça. Exact, 82-20, oui. Et la 69-00. Bon, après, est-ce qu'il n'y a pas de chevauchement? Voilà, en fait, je pense que je vais reformuler ma question. Est-ce qu'il n'y a pas de chevauchement entre ces différents... Il y a un partage de compétences. Il y a un partage de compétences. C'est-à-dire qu'il y a 272 établissements. Oui. Les 56, ça serait l'affaire de l'agence. Les 57 sont l'affaire de cette nouvelle agence, on va y revenir. Et les 272, c'est plutôt, ce sont des entreprises qui se chargent de services pour le citoyen, finalement. Ce sont des établissements publics à caractère administratif, souvent, par exemple, les AREF, l'entraide nationale. Les CHU, les universités, les écoles supérieures, et j'en passe. Alors, ce genre de... Pourquoi ils ont créé une loi cadre? Une loi cadre, il va donner uniquement le cadrage général. Le cadrage général. Après, vous savez que l'établissement public, normalement, au vu de l'article 71 de la Constitution, il est créé par une loi. On crée un établissement par loi. Donc, demain, on peut créer, on peut supprimer, on peut désintégrer, on peut réintégrer des établissements publics. Oui. Et donc, maintenant, je pense que l'État, il a appliqué la règle de 20-80. Donc, en termes d'importance, les établissements les plus stratégiques et qui y ont un rôle colossal et déterminant dans la mise en œuvre des politiques publiques, ils vont être sous le pilotage, pour ne pas dire la tutelle, de l'Agence nationale de gestion des établissements publics. Et les autres établissements, ils vont rester sous la tutelle financière du ministère des Finances via la direction des DEP. Je pense que c'est ça le modèle qui est prévu, si j'ai bien compris la lecture de la loi. C'est ça donc l'agence ne va pas s'occuper de l'ensemble des établissements publics. Donc reste à savoir aussi la loi qui va encadrer cette gestion-là des 272 autres établissements publics. Oui. Voilà. Si on revient aux deux derniers rapports sur les établissements publics au titre émanant de la direction des entreprises publiques et de la privatisation, la DEPP. Voilà. Vous allez remarquer, quand ils présentent les statistiques ou les graphes, ils disent voilà les résultats pour les établissements publics et voilà le résultat pour les établissements publics qui sont gérés qui sont sous le pilotage de l'agence. Et donc,
ça serait pas un chevauchement, ça serait et je pense les établissements qui bénéficient d'un contrôle d'accompagnement, parce que les établissements publics à caractère administratif, ils sont sous la tutelle financière du ministère des Finances, comme n'importe quelle administration. Donc, tout le cheminement complexe de la comptabilité publique. Mais il y a des établissements publics qui sont forts. Ils ne sont pas soumis à des contrôles. Ils s'autocontrôlent. L'ONCF. Oui, vous les avez cités tout à l'heure. Oui. Alors, juste. Pas la tutelle, mais sous le pilotage de l'agence. Parce qu'on ne peut pas parler de tutelle, étant donné qu'il bénéficie d'une autonomie financière et une personnalité juridique. Prérogative de cette agence, professeur Komat, le modèle économique aussi actuel, et vers quel modèle nous dirigeons pour ces 57 entreprises établissements? Alors, c'est un modèle, lorsqu'on parle de société anonyme, lorsqu'on parle de la gouvernance, c'est un modèle qui devrait aller dans le sens d'une bonne gouvernance, d'un bon management. Alors, sur le plan, bien sûr, financier, au niveau de la gouvernance, c'est très important parce que l'enjeu est très important. C'est un enjeu financier, mais c'est un enjeu également de cadrage avec les orientations stratégiques du pays. Ça, c'est très important parce que si on revient un peu les objectifs tels qu'ils ont été rappelés au niveau du Conseil des ministres, à savoir la souveraineté nationale, à savoir la dimension territoriale, à savoir même, je dirais, l'alignation sur la géostratégie en termes d'ouverture sur l'Afrique, etc. C'est-à-dire ce sont des objectifs très, très stratégiques qui sont assignés à ces entreprises. Alors, le modèle, c'est un modèle qui devrait être basé sur la bonne gouvernance, sur les évaluations périodiques, de manière à s'assurer qu'il y a de la bonne gouvernance, mais qu'il y a également un cadrage avec les objectifs tels qu'ils sont définis. C'est-à-dire, nous ne serons plus dans une optique d'administration classique qui a des fonds qui gèrent en fonction, je dirais, d'un certain nombre d'approches qui parfois ne sont pas toujours soumis à des appréciations objectives en termes d'évaluation. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas parce que, effectivement, l'enjeu est très important. Donc, on a rappelé tout à l'heure les investissements. Il y a les charges également. Bien sûr, ce sont des mégastructures qui accumulent au-delà de 300 milliards de dirhams en termes de chiffre d'affaires, c'est-à-dire pratiquement ils représentent le 1/3 du PIB. Donc, c'est énorme comme enjeu pour notre pays. Et bien évidemment, il s'agit d'aller dans le sens d'une plus grande veille sur la notion de rendement. Et d'ailleurs, ça a été évoqué aussi bien au niveau... De rendement et de souveraineté nationale. Souveraineté nationale, ils sont un levier de souveraineté nationale. Mais le modèle, c'est un modèle... En fait, pourquoi ce modèle-là? Parce que des études, d'ailleurs, c'est démontré, que le retour sur investissement au niveau de l'investissement public au Maroc, il est en deçà. D'ailleurs, il y a même des rapports qui parlent de 50% par rapport aux pays émergents. Alors que le Maroc prétend, en fait, il est à la veille de l'émergence, il aspire à atteindre justement le rendement tel qu'il existe dans des pays au moins émergents. Et là, la dimension rendement de l'investissement public est très, très importante. Et c'est pour ça que la notion d'organisation, d'optimisation, c'est pour ça qu'il va y avoir des fusions. Vous avez évoqué tout à l'heure le chevauchement. Par exemple, au niveau des agences d'aménagement qui relèvent de l'Omran, il y en avait 8, ils ont été fusionnés, il n'y en a que 4. Donc, il y a des structures qui disparaissent. Donc, et d'autres qui sont transformées en SA. Oui. Qu'est-ce que cela va changer? Alors justement, il y en a 15 quand même sur les 57. Alors SA, c'est-à-dire qu'ils sont soumis aux règles de management d'une société anonyme. Oui. Donc il y a des conseils d'administration, il y a de l'évaluation, il y a un budget limité. Donc c'est de la bonne gouvernance qui est basée sur la rentabilité et sur l'appréciation du rendement. Et c'est l'esprit qui est cherché aujourd'hui. Il ne s'agit plus de considérer que ce sont des fonds perdus, c'est-à-dire on gère en fonction des moyens disposés, mais sans qu'il y ait une véritable approche entre les moyens et les objectifs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faut qu'il y ait un lien entre moyens et objectifs. Et il faut qu'il y ait un lien aussi, professeur Komat, entre les politiques sectorielles. C'est-à-dire que des fois, vu qu'on est dans cet axe de chevauchement, on remarque que des fois, on a l'impression qu'on pourrait optimiser davantage
des budgets qui sont alloués par chaque département, et in fine, pour le même objectif et la même ambition. Effectivement, la notion de convergence, telle qu'il évolue au niveau de la politique publique d'une manière générale, vous savez que c'est une question qui est posée au Maroc, les convergences au niveau des politiques publiques. Et c'est la même chose au niveau des entreprises et établissements publics, il faut davantage de convergence. Et c'est pour ça qu'il y a des fusions, il y a des absorptions, il y a des liquidations. Pourquoi? Parce que, justement, il faut éviter ce chevauchement, ce double emploi. Je crois que les choses s'améliorent parce que, quand même, on est en train d'optimiser ces entreprises et établissements publics, mais le travail reste à faire parce qu'il faut rappeler que même cette agence de gestion de la participation stratégique de l'État, qui est aujourd'hui une société qui relève de l'État, il sera elle-même transformée en société anonyme à l'horizon 2027-2028. Il a une durée de vie de 5 ans, une étape intermédiaire, et il sera soumise elle-même justement aux mêmes appréciations en termes de rendement et en termes d'évaluation. Alors, outre les infrastructures, professeur Arafi, comment les établissements et entreprises publiques peuvent participer à des chantiers à caractère socio-économique? Et si oui, quels sont les secteurs prioritaires? Bon, suivant la cartographie que présentent les rapports du ministère des Finances à l'occasion de la présentation de la loi de finances, donc les établissements publics, ils touchent pratiquement tous les secteurs. Donc, que ce soit les secteurs sociaux, la santé, l'éducation, ils touchent aussi les secteurs à caractère commercial et industriel. Et donc, il y a une répartition donc, de ces établissements publics dont les indicateurs diffèrent d'un établissement à un autre. Pour l'essentiel, pour juger ces établissements publics, il faut les juger à travers un certain nombre d'indicateurs, notamment le volume d'investissement qu'ils déploient. Aujourd'hui, je pense que le volume d'investissement que mobilisent les établissements publics, il dépasse les 140 milliards de dirhams. Et donc, ça, c'est un chiffre important qui dépasse de loin l'investissement dont dispose l'État à travers le budget général de l'État. Et bien sûr, le fonctionnement de ces établissements publics, il génère des chiffres d'affaires. Mais le plus important pour analyser ce secteur, je pense, il faut faire une analyse croisée entre plusieurs indicateurs. Combien ils investissent, le chiffre d'affaires qu'ils mobilisent, les charges d'exploitation, les contributions de l'État, combien ils contribuent, combien l'État transfère à ces établissements publics et combien ces établissements contribuent au budget général de l'État. Parfois, la situation elle est un peu anecdotique. Je peux vous donner des chiffres. Depuis une dizaine d'années, la contribution des établissements publics, des dizaines d'établissements publics, n'arrive pas à contribuer à plus de 15 milliards de dirhams. Donc, entre 2013, dans ces dernières années, leur contribution était entre 11 milliards de dirhams et 16 milliards de dirhams. Par contre, l'État, il transfère à ces établissements publics entre 56 milliards et 65 milliards de dirhams dans la même période. Donc, mais après, il faut savoir de quelles entreprises publiques il s'agit quand on parle de l'État qui transfère des fonds. Et il y a un indicateur beaucoup plus important, parce qu'on a toujours le verre dans le fruit, hein, c'est que la dette de ces établissements publics, je vous donne le chiffre, hein. C'est pas moi, c'est le chiffre que déclare le ministère des Finances. En 2022, l'ardoise de la dette des établissements publics a dépassé les 328 milliards de dirhams. Mais qui est le garant de cette dette? Les 328, on parle de plus de 300 établissements. On ne parle pas de 57, rassurez-moi, professeur Arafi. Non.
parle de l'ensemble des établissements publics. Voilà, non, juste pour qu'on explique aussi aux téléspectateurs, parce que là, il pourrait y avoir amalgame, c'est pour ça que j'ai commencé l'émission, pour bien, si vous le permettez, c'est Rafi, juste pour qu'on explique. Donc là, c'est 300 milliards de dettes, ou en tout cas, voilà, il concerne plus de 300 établissements. 272 établissements. Sur les 272 qui ne sont pas finalement là pour générer du profit. Ils sont là pour proposer des services aux citoyens. Parce que, encore une fois, ils sont très budgétivores, mais ils comptent des établissements comme les agences urbaines, les CHU, les universités. C'est tellement large. Oui, mais là, c'est une remontée plus qualitative et qui concerne le service aux citoyens qu'un ROI, qu'un retour sur investissement, comme pourrait l'être une entreprise qui génère un revenu qui est immédiat. Sans parler bien sûr du retour sur investissement à très long terme quand on parle d'éducation, de santé, etc. Donc là, vous mettez le doigt sur les insuffisances financières qui concernent les 272 établissements publics à caractère de service, en fait, donc, finalement. Distinguons les établissements publics à caractère administratif. Il n'est pas attendu qu'ils doivent être rentables. On ne demande pas à la REF. Mais ils doivent avoir un équilibre financier et pas être déficitaires. Il y a des établissements publics qui n'ont pas de ressources propres. Ils survivent grâce aux subventions de l'État. Ce n'est pas ça, ce genre d'établissement que je vise dans mon intervention. Je vise et je cible les établissements publics à caractère industriel et commercial. Pour moi, il est inadmissible qu'on ait un établissement à caractère industriel et commercial qui soit déficitaire. Cela, il sous-tend une question d'une grande profondeur. Il faut que l'État définisse son rôle. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire le privé? Il y a des secteurs qui sont pris en charge aujourd'hui par l'État et qui sont déficitaires. Mais quand je dis c'est déficitaire, qui paye le déficit? C'est l'argent de contribuables. Du contribuable. Oui, d'où le fait qu'ils aient aussi évoqué la question de PPP avec les EEP, c'est-à-dire les partenariats publics-privés avec ces entreprises et établissements publics. C'est pour alléger le fardeau aussi financier, budgétaire de l'État. Alors maintenant, quand on parle de PPP, c'est une façon de financer les projets publics qui est ouverte uniquement pour les établissements publics et les collectivités territoriales. Ah d'accord, les établissements publics. Maintenant, la question qui se pose, l'État, il doit avoir une vision suffisamment claire. Ils disent, voilà les secteurs que je dois prendre en charge. Voilà les secteurs que je pourrais me désengager là-dessus et les transférer au privé, tout en gardant la stabilité et l'équilibre du service public et l'accès au service public. Mais aujourd'hui, qu'il y ait des entreprises à caractère commercial et industriel, et l'État, il intervient pour subventionner le fonctionnement, pour moi, c'est quelque chose qui ne peut pas compromettre la conviction. Très bien. Juste une réaction, donc, si vous le permettez, c'est Rafi sur ce point-là, une réaction de Sikomat. Vous voyez tout à l'heure vouloir peut-être rebondir. C'est juste pour faire la part des choses entre ces entreprises et établissements publics en fonction de leur vocation. Parce que si on prend aujourd'hui un certain nombre d'entreprises et établissements publics qui ont une vocation notamment en termes par exemple de transport. Aujourd'hui, si on prend le cas de la Royal Air Maroc, vous savez que la Royal Air Maroc a une stratégie à l'horizon 2037, à multiplier par 4 sa flotte. La Royal Air Maroc aujourd'hui dispose de 50 machines. À l'horizon 2037, il va passer à 200 machines. C'est une révolution qui va la placer pratiquement au second rang au niveau de l'Afrique et parmi les plus grandes compagnies au niveau du MENA. Alors, bien évidemment, cela passe par de l'investissement. Pour dire qu'à la rigueur, ce qui peut-être peut déranger, ce n'est pas l'effort d'investissement, mais c'est le retour sur investissement. Et puis, si on fait le soutien de l'État, et ça c'est toujours la problématique, ne devrait pas être destiné au fonctionnement, mais à l'investissement. C'est la même problématique au niveau de l'endettement. Lorsqu'on s'endette, à la rigueur, l'endettement
en lui-même, ce n'est pas le problème. Il y a des pays qui aujourd'hui, même des pays les plus avancés au monde, dépassent les 110-120% de leur PIB en endettement. Qu'est-ce qu'il crée comme richesse? Voilà. Mais ce qui est important, c'est de construire l'avenir. Alors le Maroc aujourd'hui, d'ailleurs, c'est parmi les raisons qui poussent à cette refonte, à cette reconsidération du rôle, parce que si on prend par exemple aujourd'hui à l'horizon 2030, ce que nous avons comme investissement dans le domaine du transport, si on prend le cas de l'ONCF et si on prend le cas de la Royaume du Maroc, c'est énorme ce qu'il y aura comme investissement. Alors bien sûr, s'il y a un soutien de l'État ou un endettement de ces organismes pour construire justement l'avenir, mais tout cela devrait se faire dans les bonnes conditions. Les conditions peut-être d'octroi de ces aides, mais également les conditions de gouvernance. C'est pour ça que parmi les 7 objectifs et leviers essentiels, la dimension gouvernance, elle est fondamentale. Et c'est la vocation de cette agence. Il s'agit de doter ces structures de moyens, mais il faut qu'ils aient un cadre de bon fonctionnement pour qu'ils aient justement une bonne gestion en relation avec les moyens dont ils disposent. Et c'est pour cela que l'enjeu est très, très important pour bien sûr, toutes ces structures sont importantes, mais des vocations et des enjeux, notamment financiers, qui sont différents. Il pourrait y avoir des restructurations, par exemple, dans le sens de la redéfinition ou peut-être de ces fusions-là, et on parle aussi de fonctionnaires qui y travaillent. Ah, bien sûr, d'ailleurs, j'ai évoqué tout à l'heure les fusions d'agences d'aménagement qui relèvent de l'Omran. Il y en avait 8 et on les a fusionnés en 4. Et donc, bien sûr, il y a toute une entente avec le personnel, etc. Exact. Donc, c'est des choses qui sont prévues. Dans le cadre de la restructuration, la fusion, c'est parmi les solutions pour certaines organisations. C'est Komat et c'est Arafi. Dernière question. Selon Madame la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Ftah, il s'agit de faire aboutir le projet de politique actionnariale de l'État d'ici mi-septembre. En termes concrets, que signifie cette échéance? Professeur Arafi. Bon, l'échéance, parce que c'est un processus qu'il faut accomplir. On a adopté les lois, les 2 lois, la loi cadre sur la réforme des établissements publics et la loi sur l'agence. Après, le ministère des Finances a lancé une étude d'expertise qui a tracé la nouvelle politique actionnariale de l'État qui vient d'être adoptée par le Conseil de gouvernement. Maintenant, il faut le pain sur la planche, il faut passer à l'exécution de ces orientations qui ont pris une allure royale, donc sous les instructions de Sa Majesté. Et donc, aujourd'hui, on a une politique, ce qui est bien ce qui est vraiment louable dans ce processus, c'est que c'est la première fois qu'on a une politique générale de l'État sur les établissements publics. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Maintenant, il faut poser les bonnes questions. Après le recouvrement de l'indépendance, on a considéré tous les établissements publics comme étant stratégiques et on ne peut pas les préparer. Sous l'impulsion des institutions de Bretton Woods, on commençait à faire la distinction aux années 90. On est en train de reprendre la même logique aujourd'hui. L'État, il doit être clair. Qu'est-ce que je dois garder? Qu'est-ce que je dois privatiser? S'il y a des entreprises qui fonctionnent bien et qui rendent service à la population, ce n'est pas l'appel de s'en débarrasser. S'il y a des entreprises qui constituent un fardeau sur le budget de l'État, je pense, s'il s'agit d'un établissement à caractère administratif, soit on le réintègre dans le budget. S'il s'agit d'une entreprise à caractère industriel ou commercial, il faut chercher un opérateur privé pour s'en occuper. Voilà ce que je peux dire. Voilà, donc vous posez les bonnes questions à qui de droit, donc aux autorités compétentes. Moi, je suis là pour poser des questions, pour qu'on explique aussi ce que c'est et pour qu'on vulgarise un tant soit peu, même si le timing de l'émission ne nous le permet pas. Quelques mots, professeur Komat, sur les prochaines étapes et la mise en œuvre de ce projet ambitieux. De processus, en fait, il faut rappeler que le Conseil des ministres présidé par Sa Majesté la semaine dernière n'est pas le point de départ. En fait, lorsqu'on parle de septembre, le processus, ce sont les discours de Sa Majesté du 29 juillet 2020 et à l'occasion de la 10e session du Parlement le 9 octobre 2020. Et en fait, le processus a été entamé depuis le départ en termes notamment de création de cette agence, la loi donc, qui date de 2021, les restructurations qui sont en cours. Et puis,
il s'agissait, en fait, la semaine dernière, de présenter devant Sa Majesté l'aboutissement, justement, de ce travail et de définir les objectifs et les orientations stratégiques. Alors, pratiquement, je crois, le système, il est ficelé sur le plan juridique, sur le plan organisationnel. Ce qui reste, c'est justement la dimension véritablement opérationnelle. Et c'est pour ça que la ministre a évoqué septembre, parce que pratiquement, aujourd'hui, tout l'écosystème, il est disposé pour une opérationnalisation effective. Merci beaucoup, professeur Comas. Je vais justement finir par cet extrait du discours de Sa Majesté le Roi prononcé le 8 octobre 2021 devant le Parlement à l'occasion de la session donc de l'automne. Le défi majeur consiste à opérer une véritable mise à niveau du système de santé conformément aux meilleurs standards et en synergie totale entre secteur public et privé. Cette même logique doit guider la mise en œuvre de réformes des entreprises et établissements publics et présider à la réforme fiscale qu'il convient de conforter avec la plus grande célérité par une nouvelle charte et compétitive de l'investissement. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous également, professeur Arafi. Merci à vous. Voilà, merci, toujours un plaisir. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée.